Bonsoir, objectif 100 millions de touristes étrangers en France en 2020. C'est pas gagné, hein. Il y a encore beaucoup de boulot, hein. Manque d'hôtels, manque d'infrastructures, mauvais accueil, parfois. Bon, et c'est pour ça que Laurent Fabius, ce matin, lance l'offensive justement avec la CDC pour mobiliser 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, oui, au moment où on cherche des points de croissance, la France, vous le savez, elle est assise sur une mine d'or. C'est le tourisme, hein. La France, première destination mondiale en nombre de visiteurs. Mais pour combien de temps, justement? Est-ce que la France repart à la conquête de son trésor? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Le tourisme, oui, c'est un trésor, c'est Laurent Fabius qui le disait ce matin donc au Quai d'Orsay. Vous savez, c'est lui qui est en charge du tourisme au gouvernement, hein. On va en parler tout à l'heure à 20h. On reviendra sur l'Empire FIFA justement, avec un nouveau coup de théâtre aujourd'hui. C'est Sepp Blatter, président démissionnaire. C'est Michel Platini qui aspire à sa succession justement, tous les deux suspendus pour 3 mois par la commission d'éthique. Le tourisme, bien sûr, avec un acteur bien connu, c'est Easy Voyage. C'est Jean-Pierre Nadir avec nous. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Gabrielle Gauthier, directrice des investissements et du développement local de la Caisse des dépôts, c'est elle qui va chercher le milliard d'euros pour le tourisme. Khalil Kater, président fondateur du groupe Acélis, groupe spécialisé dans les services et l'hôtellerie de luxe. Et puis également président fondateur de l'école de gastronomie Ferrière. Oui, la gastronomie ici, ça pèse lourd justement quand on parle du tourisme en France. On va y revenir, bien entendu. 1 milliard donc, annoncé donc lors de cette première conférence annuelle du tourisme présidée par Laurent Fabius. Et au Quai d'Orsay pour BFM Business, c'était Jean-Baptiste Huet qui s'y trouvait. L'objectif du Quai d'Orsay, accueillir d'ici 2020 100 millions de touristes. Pour y arriver, l'exécutif sort l'artillerie lourde et toute une batterie de mesures. Une meilleure formation des personnels, l'amélioration de la signalétique dans les aéroports, une délivrance des visas accélérés, le développement des croisières fluviales, de l'œnotourisme, davantage de sécurité ou encore la mise en place d'un portail internet unique, France.fr. Mais l'annonce la plus frappante est sans conteste la création d'un fonds d'investissement doté d'1 milliard d'euros. 100 millions issus de la Banque publique d'investissement pour favoriser l'éclosion d'entreprises innovantes dans le secteur du tourisme et 900 millions via la Caisse des dépôts et des partenaires institutionnels afin de financer la rénovation et la construction d'hôtels partout en France, mais aussi la modernisation des équipements touristiques ou encore par exemple l'installation de bornes Wi-Fi. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. C'est très important parce que le tourisme, ça représente 2 millions d'emplois non délocalisables. Mais parfois, les équipements sont insuffisants ou les hôtels ont vieilli. Les successions ne se prêtent pas facilement. Et donc, la Caisse des dépôts, et je veux remercier beaucoup son directeur général, a décidé d'investir dans le tourisme très puissamment, puisque 1 milliard, c'est une somme énorme. Laurent Fabius insiste sur le trésor national que représente le tourisme pour la France. Il nous a fallu du temps pour nous en rendre compte, dit-il. Mais maintenant, c'est parti. C'est parti, voilà, en route pour le milliard à destination du tourisme français. Je le disais donc, 85 millions de visiteurs en France. Objectif 100 millions donc en 2020. Oui, le tourisme, ça pèse lourd dans le PIB de la France, Emmanuel Le Chypre. Oui, ça pèse lourd, hein. C'est à peu près 275 000 entreprises. C'est à peu près 1 million d'emplois directs plus 1 million d'emplois indirects. Donc Laurent Fabius a raison quand il parle de 2 millions d'emplois. C'est 12 milliards d'euros de contribution à notre balance commerciale. Et quand je vous ai dit tout ça, que ça représente aussi donc presque 8% des emplois du pays, 8% du PIB à peu près. Quand je vous ai dit ça, je ne vous ai parlé que de ce qui se voit, hein, parce qu'il faut surtout en matière de tourisme oublier tout ce qui ne se voit pas, et tout ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qu'on pourrait appeler le soft power, c'est-à-dire tout ce que ça renvoie dans le monde de positif sur l'image de la France. Quand M. Chambers, ce matin, le patron de Cisco, est aussi dithyrambique sur la France, je n'ose imaginer qu'il n'a pas passé la nuit dans un hôtel minable et qu'il n'a pas bu de la piquette. Non, voyez, normalement pas. Normalement pas.
Donc ça a dû jouer quelque part. Vous voyez, il n'a pas pris non plus la ligne B du RER en arrivant de Roissy, hein, je crois pas non plus. C'est possible aussi. Non mais tout ça pour dire qu'il y a, voilà, il y a ce qui est palpable, mais surtout ne sous-estimons pas l'importance de ce qui est aussi impalpable, de ce qui est l'image. Hein. L'image, oui, Jean-Pierre Nadir, justement, on voit à la tête d'Easy Voyage l'image que véhicule le tourisme en France quand on est à l'étranger. Qu'est-ce que c'est ? C'est assez contrasté, mais ce qu'il faut rappeler surtout, c'est qu'on n'est pas les seuls dans ce combat-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 1,1 milliard de touristes dans le monde, il va y en avoir 2 milliards donc à horizon 2030. Hein. Et donc tout l'enjeu, c'est à la fois de garder notre part dans ce marché où tout le monde finalement se bat pour récupérer donc des touristes, car le tourisme est devenu, c'est très bien résumé donc Emmanuel, un enjeu considérable pour quasiment tous les pays. Donc avant, le tourisme, c'était l'apanage des petits pays qui n'avaient que ça. Alors on disait, ils sont sympathiques, les Tunisiens, ils font du tourisme. Bon, aujourd'hui, on a compris que c'est un pan entier de l'industrie. Le tourisme, c'est plus important que l'industrie automobile, et surtout dans les 2 millions d'emplois dont on parle, c'est non délocalisable. Ça, c'est très important à intégrer. On peut créer très vite 1 million d'emplois en plus dans le tourisme. Laurent Fabius l'a compris, reprenant ça, donc le sursaut déjà donc amorcé par François Hollande, hein, et là je trouve que Laurent Fabius, si vous voulez, 1 milliard, c'est pas beaucoup, mais c'est une impulsion, c'est une étincelle absolument formidable. Voilà. On va voir ce qu'on va faire de ce milliard, où est-ce qu'on va le trouver justement. Juste encore un mot simplement, Emmanuel. Ça, hein, après, avec ce qu'on va lever après par ailleurs. C'est une impulsion. On va en parler simplement, juste Emmanuel, puisqu'on parlait de 85 millions de touristes étrangers en France. C'est pas vraiment 85 millions. Alors justement, je voudrais qu'on soit précis. Qu'est-ce que c'est ces 85 millions? Parce que souvent vous êtes venu nous l'expliquer, je voudrais que vous nous le rappeliez. Ça peut être le routier hollandais qui traverse, qui va en direction de l'Espagne. Passe une nuit quand même. Hein. Comment? Il faut passer une nuit sur le sol français. Il faut quand même passer une nuit. Ah bah oui. Donc quand on parle des 16 millions, en fait 85 millions, je pourrais pas Emmanuel, je connais bien ces chiffres-là. Il y a 16 millions de gens qui traversent effectivement le pays, qui sont qui? Des Anglais, des Allemands, des Belges qui vont où? En Espagne. Donc si vous voulez, on a déjà là un potentiel effectivement important qui serait qu'ils passent 2 nuits au lieu d'une. Et peut-être qu'on arrive à les faire passer plus de temps. Parce que l'autre problème, c'est qu'on est premier en volume, mais on est 4e maintenant en recettes. En recettes, voilà. C'est-à-dire qu'on était 3e, on est sorti du podium par les Chinois. Alors, quand on dit est-ce qu'on va garder la place de premier, si vous voulez, on est foutu. Qui va gagner? Les Chinois. On sait qu'à terme, ce sera le pays qui aura le plus de gens qui partiront et plus de gens qui viendront. Bon, ceci étant, donc en termes effectivement donc de recettes, on peut faire un effort important avec des gens qui vont passer plus de nuits et des gens effectivement qui vont consommer davantage. Et deuxième élément, dans nos chiffres, n'oublions jamais, on a Euro Disney, 15 millions de visiteurs chaque année. Voilà. Alors les annonces justement faites ce matin par Laurent Fabius avec votre directeur général Gabriel Gauthier, Monsieur Lemas, donc la CDC qui lance une grande plateforme d'investissement baptisée France Développement Tourisme. Investissement tourisme, voilà. Exactement. 900 millions à la charge de la CDC, 100 millions à la charge de la Banque publique d'investissement, la BPI. Alors, à quelle fin? Racontez-nous. Alors, nous avons fait, c'est pas nouveau l'action de la Caisse des dépôts dans le tourisme, mais on a l'intention donc d'accélérer. On part de ce constat. La Caisse, elle est là pour aider les territoires dans les transitions et dans les investissements dans les infrastructures. La BPI étant plutôt destinée à aider les entreprises à croître. On part de ce constat, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence. Certes, la France a une très bonne place. Simplement, elle est en train de décrocher dans la dynamique. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une offre vieillissante et il y a un manque notamment une limitation de capacité d'investissement des collectivités locales. En ce moment, elles ont souvent un patrimoine remarquable qu'elles ne sachent pas entretenir. Premier sujet. C'est un sujet dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le tourisme. Et ensuite, il y a une fin des dispositifs fiscaux autrefois d'appel à l'épargne et donc populaire. Dans les années 70, il y avait énormément d'épargnants qui ont investi pour s'acheter un petit studio dans les Alpes. Donc on a un patrimoine diffus, vieillissant, qu'il faut rénover. Or, le secteur du tourisme, c'est un modèle économique globalement tendu, qui est assez capitalistique, notamment dans les murs, qui a des rendements faibles et une rentabilité très longue. Donc c'est typique pour un investisseur comme nous, qui sommes un investisseur, en fait, un trait d'union entre le local, les collectivités locales et le privé. Alors, pour vous détailler peut-être, modernisation du parc, notamment de l'hôtellerie. Je vais vous dire un peu comment se répartit ce milliard. Ce milliard se répartit en 3 poches. La première, c'est nous allons créer pour tout ce qui est investissement un petit peu dans l'hébergement, standardisé, non saisonnier, plutôt à rentabilité assez élevée, capable de faire un effet levier, d'attirer des investisseurs. Nous avons essayé, en créant une foncière, en mettant 100 millions d'euros, d'attirer d'autres investisseurs. Et là, c'est pour essayer d'arriver à 500 millions. Exactement. Deuxièmement,
la Caisse va mettre sur ses fonds propres, elle s'engage dans les 5 années à venir 400 millions d'euros sur un certain nombre d'objets que je pourrais détailler plus tard, mais qui sont donc également de l'hébergement moins standardisé, plus saisonnier, en partenariat avec les collectivités locales, rénovation de sites remarquables. Par exemple, nous avons rénové le château de Sedan, qui était le plus gros château fort d'Europe, qui était complètement en panne. La collectivité ne pouvait pas le rénover pour en faire un site d'hébergement. Mais nous avons également un certain nombre de cibles. Voilà. Thermalisme, ports, les ports de plaisance, les parcs d'exposition, d'exposition, le tourisme etc. culturel. Faudra dire, Et enfin, même globalement, le tourisme thématique. Hein, le tourisme thématique, les ça, parcs à c'est très thème, important, il y a un etc. potentiel considérable. Et enfin, notre filiale, la BPI, va, elle, se doter d'un fonds qui va accompagner, faire grandir les entreprises, les exploitants, donc les entreprises. Oui, Khalil Kater, président fondateur du groupe Axelis, groupe spécialisé justement dans les services, dans l'hôtellerie de luxe. Il y a un gros travail à faire en France. On pourrait faire plus. L'aide de la CDC et de la BPI sont les bienvenus. C'est le bon moment, justement. Ouais. C'est toujours bienvenu une aide de l'État ou de la Caisse des dépôts. Sachant qu'en France, non seulement le problème, c'est de faire venir les touristes, c'est aussi de former les gens sur place pour pouvoir faire face à cette arrivée des touristes. D'où l'intérêt des écoles et des formations, et d'où l'intérêt de l'école ferrière que j'ai créée il y a un an. Une école de gastronomie. De gastronomie, d'hôtellerie et de luxe. Il y a 3 branches dans Ferrières, dans le château de Ferrières en Brie, et donc qui appartenait au Rothschild. Et l'idée est de dire, pour être à la hauteur, il faut redonner la fierté à nos jeunes Français d'accueillir et de servir les gens. Il n'est pas juste question de faire venir, mais il faut aussi savoir garder. Justement dans cette concurrence. Savoir regarder, je vais citer Laurent Fabius, qui est en pointe sur le dossier, comme il avait été en pointe au moment de lancer son combat pour la gastronomie, le no-tourisme également. Le tourisme, dit-il, c'est l'image de la France. Un touriste satisfait est un de nos meilleurs ambassadeurs dans le monde. Mais l'inverse aussi est vrai, dit Laurent Fabius. Nous devons redoubler d'efforts pour rester la première destination touristique mondiale. Jean-Pierre Navire, souvent vous avez pris la plume avec certains de vos collègues, chefs d'entreprise, pour faire des constats, pour dire, voilà, il y a des choses qui vont bien, mais il y a surtout des choses qui ne vont pas bien. C'est quoi les principaux mots, MAUX bien sûr, qui pèsent sur le tourisme en France? Je pense que le premier constat qu'on fait donc en général, évidemment, donc c'est la problématique du transport à partir des aéroports, donc et notamment vous l'avez rappelé, donc le fameux RER. On est l'un des rares pays donc développés à pas avoir un train rapide donc entre Charles de Gaulle, entre l'aéroport principal donc et la ville. Ça a été dit donc à maintes reprises. Ça a été dit, pardon, je vous interromps parce que ce matin il y avait un homme qui était présent justement lors de ces assises, cette conférence annuelle du tourisme avec Laurent Fabius. C'est le patron d'ADP, Augustin de Romanet, pour qui, le combat, justement, c'est la création, enfin, tant attendue, donc, de ce CDG Express. Il en a fait une priorité, Augustin de Romanet. On l'écoute, il est avec Jean-Baptiste Huet. Dans tous les tourments que nous connaissons aujourd'hui, il y a des vasistas de lumière qui s'ouvrent, et notamment celui d'enlever un des principaux handicaps du hub de Charles de Gaulle, qui, vous le savez, est un trésor français, lui aussi, avec 4 pistes et une capacité quasiment de plus que doubler le trafic sans contrainte d'espace. CDG Express va être le chaînon manquant du bon accueil des personnes qui viennent à Paris par avion. Les aéroports sont des objets de compétitivité. Les pays du Golfe ont bien compris qu'ils tous développent des aéroports de grande taille. Songez à un pays comme Oman, un tout petit pays de 2 millions d'habitants. Eh bien, dans quelques mois, il aura un hub d'une capacité de 16 millions de passagers. Donc, le fait d'avoir un aéroport qui soit puissant et un nœud de connectivité est un facteur de performance. Voilà, CDG Express, normalement pas avant 2023. Oui, 2023, ça semble être une éternité. Il y a plus de 60 millions de voyageurs qui partent ou qui arrivent de Roissy-Charles de Gaulle. On va y arriver. C'est pesant, cette histoire, Jean-Pierre Navire. Je rappelle que Yves Mourouzi, le trésor de TF1 en 1974, annonce que justement, ça y est, la mesure est prise et que dans 10 ans, on devrait être à peu près bon. C'est l'inauguration de Charles de Gaulle 1. Donc, si vous voulez... Pourquoi on n'y est pas, pourquoi on n'arrive pas à faire ce genre d'infrastructures qui sont fondamentales pour l'arrivée des touristes? Moi, je comprends Augustin de Romanet. Je vais vous dire, on n'a même pas un pass Navigo
qui permet de prendre le métro et d'aller jusqu'à Charles de Gaulle. Vous savez que les Chinois donc, se retrouvent tous bloqués en arrivant donc, à l'aéroport et ils doivent faire demi-tour parce qu'en plus il n'y a personne pour vendre des tickets parce qu'en fait avec leur passe ils ont pris 2 zones, il en faudrait 3 et donc ils se retrouvent... Bon, si vous voulez, on a pas mal de choses à régler, pratiques. Ce qui est intéressant avec Laurent Fabius, c'est qu'à la fois il a de la vision, mais il y a quand même beaucoup de sens tactique et beaucoup de petites choses qui font les grands mouvements. Je reviens sur les investissements. Quand vous voulez recevoir plus de monde, il faut pouvoir les héberger. Or en France, on a un problème d'hébergement. Je rappelle qu'on a 100 000 chambres d'hôtel de moins que nos camarades espagnols. On a 17 500 hôtels en France. On perd 300 hôtels par an. Pourquoi? Parce qu'à la fois on a des mesures compliquées et qu'en plus effectivement on n'a pas de financement pour les rénover. Donc l'investissement qui va être fait là est absolument essentiel. Le premier acte quand vous voulez recevoir du monde, c'est de pouvoir les héberger. Oui, les héberger. Ça va être quoi vos cibles? Comment vous allez travailler, Gabriel Gauthier, justement? Comment se feront les choix de la CDC? Alors, la première chose avec la foncière, ça va être quand même les destinations. Alors, le non saisonnier, c'est peut-être les tourismes d'affaires, c'est ce genre de choses. Sinon, nous avons déjà commencé à rénover. Nous avons un énorme patrimoine qui est vieillissant. Hein. Nous avons créé un fonds qui s'appelle le fonds TSI, Tourisme Social, où nous avons fait ça, nous avons avec l'IRCANTEC, la CNAV et le Crédit Coopératif. Et ben, nous sommes en train de rénover, par exemple, de faire une foncière pour l'UCPA. Tous les villages du CPA, nous sommes en train de les rénover et peut-être de les décloisonner, pas uniquement de les réserver pour la jeunesse, mais d'en faire. Voilà un exemple. Où nous avons fait une foncière également avec le groupe Vacances Bleues. Donc il y a un patrimoine essentiel à rénover. Nous avons fait une foncière rénovation montagne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire où on rénove, on rachète des studios, on les remet sur le marché avec une garantie locative. Nous avons l'ambition de faire, nous avons créé, c'était annoncé la semaine dernière, une foncière hôtelière dans les Alpes, avec un certain nombre d'autres banques sur cette région pour créer et pour construire de nouveaux hôtels assez haut de gamme dans les Alpes. Donc voilà un certain nombre. Alors sinon, comment est-ce que nous avons choisi les hôtels? Nous allons voir comment nous allons faire sur le port. Il manque énormément les ports de plaisance. Il y a énormément de projets de ports de plaisance. Il manque énormément d'anneaux. Donc et donc nous sommes en train d'essayer de monter toute une action avec des exploitants de ces ports de plaisance. Nous avons rénové le port de Médoc avec Port ad Hoc. Voilà, première cible. Le thermalisme, nos amis allemands ont rénové, ont fait, je ne sais pas si vous avez été à Baden-Baden, c'est magnifique ce qu'ils font dans le thermalisme. On a énormément, en Auvergne, il y a 10 stations avec un patrimoine assez remarquable, souvent architectural. Comment faire? Nous allons essayer de les rénover, d'attirer des exploitants, de redonner un modèle économique à tout ça. Et nous pensons que c'est possible. Palais des Congrès, nous devons avoir des infrastructures d'accueil. Elles sont souvent pas suffisamment à la hauteur. Donc là aussi, nous allons faire ça. Juste nous n'oublions pas le numérique. Parce que nous avons essayé de faire, par exemple, une plateforme d'itinérance. Il y en a un petit peu assez que la valeur ajoutée de nos territoires soit grandement un petit peu piquée par des sites comme Booking ou Expedia. Voilà. Et donc, nous avons l'intention d'être, là encore, une plateforme intermédiaire entre les territoires et les professionnels du tourisme pour exposer un certain nombre de sites remarquables. Nous allons commencer par les châteaux de la Loire, parce que pour ce que les gens recherchent, c'est pas une offre d'hébergement, c'est une expérience remarquable. Par exemple, quand vous voulez visiter les châteaux de la Loire, vous voulez à la fois, certes, l'hébergement, mais peut-être louer des vélos, avoir des restaurants sympathiques, voilà. Donc nous sommes en train, nous n'oublions pas les investissements dans le numérique et dans les plateformes numériques. Emmanuel Le Chypre et Jean-Pierre Nadir. Alors oui, il y a d'autres secteurs, après le tourisme mémoriel par exemple, il n'y a pas un pays en Europe où il y a eu plus de batailles qu'en France par exemple. Et on est incapable d'exploiter. Regardez quand vous allez aux États-Unis, à Arlington ou etc. Vous avez. Enfin, je dis pas qu'il faut vendre des casquettes et des machins, mais il y a quand même moyen, si vous voulez, de valoriser ce patrimoine qui est mal utilisé. Un danger simplement, et c'est le danger qui est toujours le même quand on est en retard, c'est de faire des investissements qui nous mettraient au niveau des standards d'aujourd'hui et pas de ceux de demain. Et je pense notamment au luxe, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas une référence française qui est supérieure à une autre référence dans le monde. Quelle que soit la gamme que vous prenez. Vous prenez les palaces parisiens aujourd'hui, alors il y en a beaucoup qui sont en rénovation pour le moment, mais il n'y en a aucun qui dépasse, qui est particulièrement remarquable par rapport à ce qu'on peut trouver dans le monde aujourd'hui, et je parle sous votre contrôle. Donc attention à ne pas se retrouver
avec des investissements qui vont tout juste combler notre retard, mais qui ne prépareront pas, et notamment les attentes des touristes de demain. Ce qu'a fait l'Espagne, puisque l'Espagne a fait un énorme effort pour l'Espagne en a fini avec tous les cages à lapins qu'elle avait fait dans les années 70 à Benidorm, etc. À un moment, c'était vide, il y avait personne. Alors par exemple, ça c'est une piste incroyable. Les Paradors en Espagne, c'est-à-dire cette capacité à transformer en offre hôtelière des lieux historiques absolument sublimes. Et ben ça en France on devrait être capable de le faire. Khalil Kater, justement, vous êtes en pointe puisque l'école de Ferrières, l'école de gastronomie que vous avez créée, elle est dans un château extraordinaire. On est dans la Seine-et-Marne, hein, c'est ça? Exact. Ouais. On est à 5-6 km d'ailleurs d'Euro Disney. Et une vingtaine de kilomètres de Paris. Moi, je pense, pour revenir au luxe et à ce qui nous distingue, je pense que ce qui nous distingue en priorité, c'est Paris. Et heureusement qu'il y a Paris et le nom de Paris. Au-delà, c'est vrai que le combat des palaces, aujourd'hui, est international. Avant, il y avait quelques pays qui en avaient. Aujourd'hui, tout le monde a des palaces magnifiques. Et il faut mettre en avant Paris à côté de ces palaces. Avec la nouvelle offre de palaces, quand on voit avec la rénovation, la construction, le Royal Monceau, le Shangri-La, le Mandarin Oriental, les marques veulent être à Paris. Il y a 30 millions de touristes qui dorment chaque année à Paris avec des retombées de plus de 8 milliards. Oui, je reprends l'expression, Jean-Pierre Nadir, d'Emmanuel Le Chypre qui parle de retard. On s'était endormi un petit peu trop sur nos lauriers. On avait considéré qu'avoir le Louvre, avoir la Tour Eiffel, d'avoir les châteaux de la Loire, finalement, c'était suffisant. Et puis, il n'y avait plus qu'à attendre le touriste qui venait du monde entier. Bien sûr, et on dort toujours un peu du reste, parce que Laurent Fabius a une parole forte, mais il faut que ce soit suivi d'effets, que ce soit qu'il y ait un effet d'entraînement derrière. Donc, on voit que la caisse, évidemment, va suivre, mais d'autres, pour l'instant, ne bougent pas beaucoup. La mairie de Paris, par exemple, donc systématiquement, est un peu, si j'ai bien compris, donc contre les mesures prises par Fabius. Encore une fois, on sait bien que... Ils seront bienvenus s'ils viennent en vélo. Voilà. Et s'ils veulent pas acheter le dimanche. Et pas après 22h. Bon. Et s'ils ramassent eux-mêmes leurs poubelles. Exactement, j'allais le préciser comme les Japonais. Non mais pardon, Jean-Pierre Nadir, là, on parlait des infrastructures, on parlait du CDG Express, mais parlons à Paris, puisque je parlais de 30 millions, mais l'insécurité, la saleté. La propreté, évidemment. La propreté, bien entendu, avec en plus ces grèves de ramassage d'ordures depuis 3 jours. Enfin, c'est juste une puanteur. Allez-y, continuez. Oui, et donc je disais, si vous voulez, donc il y a évidemment donc aujourd'hui à mettre tout ça en musique, au-delà donc du déclaratif. Encore une fois, l'ouverture du magasin le dimanche pour Paris, c'est absolument fondamental. Ah ben, il y a du mieux, la loi Macron. Et puis c'est aujourd'hui. Non mais oui, mais sauf que maintenant il faut définir les zones. Alors, il faut qu'on vote, il faut que les salariés soient d'accord. Vous avez vu que les syndicats sont contre. Il faut savoir que les syndicats à Paris, dans ces grands magasins, c'est 3% des gens qui y travaillent. Et à 3%, ils peuvent tout bloquer. En tous les cas, ils vont tout retarder. Il y a une nouvelle aujourd'hui, c'est le centre Beaugrenelle, donc dans le 15e arrondissement, qui a annoncé qu'à partir de dimanche prochain, pas demain, enfin pas demain, pas après-demain, enfin dans 3 jours, à partir du 18, il allait être ouvert tous les dimanches, justement, parce qu'ils ont considéré que le centre, il a 2 ans, 24 millions de visiteurs, donc depuis octobre 2013, parmi lesquels 20% de touristes. Donc profitons, il y a une offre qui est là. Évidemment, vous savez que la plupart maintenant des tours opérateurs qui montent des circuits, tout le monde maintenant le sait, donc font partir donc les clients des circuits donc vers Londres à partir du samedi midi pour que les gens aillent faire leurs courses à Londres. C'est absolument désastreux. À Paris, pour rebondir ce qui a été dit, on manque de à peu près 15 à 20 000 chambres d'hôtel. Il faudrait donc définir, trouver des lieux sur lesquels on fait venir des investisseurs pour développer ces chambres d'hôtel. Donc si vous voulez, il y a à revoir un certain nombre de choses donc, sur le plan donc structurel, sur le bâti. On parlait effectivement des résidences de vacances. Attention aussi, là je rejoins effectivement Emmanuel, au niveau des investissements, on a souvent investi aussi à contre-temps, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui ont fait construire des résidences dans des endroits où finalement on savait qu'on n'aurait pas beaucoup de touristes, et d'ailleurs on n'en a pas beaucoup. Il y a aujourd'hui donc des gens qui ont acheté des appartements qui ne veulent plus donc investir pour les rénover, donc on a ce qu'on appelle les fameux lits froids, qu'il faut absolument donc reprendre effectivement, et là je pense que notre initiative est tout à fait excellente, parce que plutôt que de construire des nouveaux lits, on pourrait déjà commencer par rénover évidemment donc les lits existants, et puis si vous voulez, il y a des mesures au niveau du territoire. Alors si vous prenez les activités, si vous regardez par exemple les grands parcs, les grands parcs, ils sont où? Ils sont en Ile-de-France, donc Euro Disney, Astérix, etc. Et puis, ils sont en Charente-Maritime, donc grosso modo dans l'Ouest. Languedoc-Roussillon... Vendée, le Puy-du-Fou, voilà, et puis le Futuroscope. Exactement, 100 millions. Donc, vous n'avez rien. Languedoc-Roussillon, qui est une des plus grandes zones touristiques, vous n'avez rien. Donc là, on a un potentiel énorme. Un parc, c'est tout de suite un bon parc, 1 million de visiteurs en plus. Donc, on a une redistribution aussi au niveau du territoire. Et puis, dernière chose, je pense, les maisons d'hôtes. On a un atout formidable en France, c'est les maisons d'hôtes. 35 000 maisons d'hôtes. On limite à 5 chambres
Bon, pourquoi? Ils en ont tous 6 ou 7. Et bien si demain on prend la mesure d'ouvrir une chambre de plus, voilà, je vous ai créé 35 000 chambres, un peu partout, en France. Bon, Gabriel Gauthier, vous avez noté toutes ces idées, hein. Vous les aviez déjà. On va continuer dans un instant, justement. Est-ce que la France part à la reconquête de son trésor? Et on fera rentrer d'ailleurs un chef d'entreprise, Morgan Hubert, cofondateur de Wine Passport, créateur de voyages dans le no-tourisme. Le no-tourisme aussi, mis en avant ce matin par Laurent Fabius pour reconquérir la France, faire venir davantage de touristes. Hein. On va se retrouver dans un instant sur BFM Business. Très bonne soirée, les décodeurs sont là, à tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Ah oui, la France à la reconquête de son trésor. Oui, le tourisme, justement, avec Laurent Fabius ce matin qui lançait l'offensive en direction des 100 millions de visiteurs étrangers en France en 2020. Oui, 1 milliard qui vont être levés, justement, déployés par la Caisse des dépôts et par la BPI, justement, à destination d'un certain nombre de projets. On en parle ce soir parce que probablement que la France avait un petit peu trop longtemps négligé cette pépite, voilà, cette mine d'or qu'on a sous les pieds. Alors il y a du mieux, hein, il y a du mieux. On parlait de la loi Macron, donc qui permet d'ouvrir un certain nombre de magasins le dimanche, le soir. Les taxis parisiens, peut-être que grâce ou à cause d'Uber et de tous les autres, justement, il y a un petit peu plus de qualité en matière de services. Il y a davantage de palaces. Les visas également, voilà, qui sont facilités pour les touristes. Et puis, on a d'autres atouts. On continue d'en parler avec tous nos décodeurs de l'écho. Oui, n'oublions pas la gastronomie. Tiens, justement, on est avec Khalil Kater, fondateur de l'école de gastronomie Ferrières, justement. Laurent Fabius, chef de la diplomatie, chef du tourisme également, qui veut relancer aussi la gastrono-diplomatie. Il considère que, là aussi, c'est une mine d'or. Ce sont des pépites qu'il ne faut pas négliger. Comment, justement? Justement, ce qui est étonnant, c'est comment on perçoit la France de l'étranger et de l'international. La France est admirée pour ce savoir-faire qui est maintenant quasiment, qui vient de très très loin. Et on ne se rend pas toujours compte sur place de cette chance que nous avons. Donc l'idée est de mettre à nouveau cette dynamique en place et de former les jeunes dans ce domaine pour qu'ils soient à la hauteur de cette réputation. Oui, à hauteur de cette réputation, est-ce que parfois il n'y a pas un petit peu de déception de la part des touristes étrangers lorsqu'ils viennent en France? Est-ce qu'on n'a pas enjolivé des bons petits bistrots, des bons petits bars à vin, et puis finalement, bon... La déception vient souvent du service, à mon sens, pas de la qualité de la nourriture. C'est souvent le service qui manque et qui fait défaut. Parce que là, on perd des places, j'ai l'impression, dans les guides, dans les commentaires. Hein. Il y a de plus en plus dans l'accueil. En plus, maintenant, tout est sur les réseaux sociaux, donc ça va très vite. C'est clair qu'on a... rien à dire avec nous, Easy Voyage. Qu'est-ce qu'on nous reproche, justement? On nous reproche souvent donc, un prix excessif. Ouais. Il est clair qu'on mange très bien en Italie pour 30 €. Donc en France, on prend le risque à 50 de mal manger. Clairement, le service, puisqu'on sait qu'on a un problème de charge sociale, et là, il serait urgent de trouver un statut du saisonnier pour qu'on puisse démultiplier les services. Parce que souvent, le service est mauvais, parce que fait le restaurateur? Comme il ne sait pas entre le beau temps et le mauvais temps, s'il fera 50 couverts ou 17, il met sa belle-sœur donc pour servir quand il y a un coup de bourre, et puis la pauvre fille, elle ne sait pas servir, elle n'a pas le truc. Quand il y en a une, il faudrait en mettre 2, ou il faudrait en mettre 3, et donc du coup, on perd du chiffre d'affaires, donc la France de la TVA, hein, de manière très claire, et les clients sont mal servis. Donc là-dessus, moi je pense qu'on ferait un chèque emploi-service des saisonniers, qui permettrait d'ajuster en fonction donc des volumes de clients le service. Ce serait absolument formidable. Et puis deuxièmement, on devrait relancer donc le pourboire. Pourquoi on ne fait pas comme les Américains, le fameux type à 15%? On est souvent sympathique parce qu'on sait qu'il y a un petit enjeu. Oui. Hein? Tandis qu'en France, c'est automatique, exactement. On passe la gueule ou pas, de toute façon on sera payé de la même façon. Hein, et dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, réussir à trouver des gisements d'emploi, c'est pas idiot. La restauration, 600 000 salariés. Les vins, 550 000 emplois. Les vins, justement. Morgan Hubert, bonsoir. Bonsoir. Morgan Hubert, cofondateur de Wine Passport. Vous êtes créateur de voyages autour du vin. Et c'est vrai que Laurent Fabius, ce matin, il a insisté sur le no-tourisme. Il a bien fait. Il devient de plus en plus, une valeur sûre, hein, une tendance lourde. Racontez-nous. Le no-tourisme, ça répond aux tendances actuelles des touristes internationaux. Ça recherche de l'authenticité, de l'expérience, de l'apprentissage. On veut apprendre pendant son séjour et on veut être actif pendant son séjour. Le no-touriste est issu en général d'une catégorie socio-professionnelle assez élevée. Il est épicurien, donc il recherche de la qualité, que ce soit dans les produits qu'il consomme, mais aussi dans l'hébergement qu'il va avoir, dans la restauration, dans toutes les composantes de
son séjour. Et c'est un touriste qui est facilement fidélisable parce que vous l'avez emmené une fois à Bordeaux, vous pouvez l'emmener en Bourgogne, vous pouvez l'emmener en Champagne et bien plus loin, le Languedoc-Roussillon, etc. Quand on interroge les touristes étrangers, un tiers des touristes citent le vin, la gastronomie comme motivation d'un choix dans le séjour. On estime que la fréquentation des caves, c'est un petit peu moins de 8 millions de personnes, dont le tiers des étrangers. Voilà, mais on est à 3 millions de visiteurs internationaux sur un total de 85 millions de touristes étrangers. Donc il y a encore une belle marge de progression à faire sur l'onotourisme. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre l'accent dessus. Qui prend des formes variées. Et Gabrielle Gauthier va nous expliquer ce qu'elle va faire pour l'onotourisme au nom de la CDC. Racontez-nous aussi, Morgane Hubert, toutes les formes que prend cette forme de tourisme. Alors l'onotourisme, ça va au-delà de la simple dégustation de vin dans un domaine viticole. On va, et c'est ce qu'on nous on cherche chez Wine Passport, à vraiment créer une expérience, à faire donc rencontrer les producteurs de vin et tous les gens qui participent au terroir les faire rencontrer les touristes internationaux. Et donc ça va au-delà de la simple dégustation. On part sur des activités dans les vignes, on part sur de l'hébergement au plus près des vignes et de la restauration authentique, terroir. Au sens terroir et sincérité. Donc voilà ce qui fait les composantes de l'onotourisme. Oui, vous avez beaucoup de touristes étrangers ? On est à 40%, mais c'est clairement notre principal axe de développement. Faut pas se mentir. On le disait tout à l'heure, il y a on est à peine à 4% de nos touristes sur la masse de touristes qui viennent. Donc il y a une belle marge de progression. Potentiel, ouais. Gabrielle Gauthier, vous au nom de la Caisse des dépôts et consignations, puisque là c'est vous qui êtes en charge d'apporter ce milliard donc en faveur du tourisme en France. Qu'est-ce qu'il y a à faire du côté de l'onotourisme ? 4% seulement. Oui, il y a à faire mieux, d'autant plus qu'il y a quand même une concurrence là aussi internationale autour du vin et que quand on va voir un petit peu à l'étranger, il y a des pays qui sont alors c'est un peu rageant d'ailleurs, et qui sont plus récents sur le vin que nous et qui sont déjà mieux organisés en termes de... Lesquels par exemple ? Le Portugal. Le Portugal, d'accord. Dans la vallée du Douro, effectivement, ils ont une offre... allez voir aussi en Slovénie, tout ça, etc. Mais l'Amérique du Sud, l'Amérique latine commence à s'organiser. La Californie s'organise également avec des parcours, etc. Donc nous, c'est un des axes, comme d'autres, et donc on est en train de regarder avec un certain nombre d'exploitants comment est-ce qu'on peut les aider pour... La problématique de l'onotourisme, c'est qu'il faut intégrer une composante qui sont les producteurs de vin dans cette offre touristique qui n'était, jusqu'à l'heure actuelle, n'était pas forcément intégrée dans l'offre touristique. Donc il faut les former, il faut les aider à construire une vraie gamme de produits touristiques. Mais ils sont conscients de tout ça, ils sont conscients de l'importance, ou là encore, comme je le citais tout à l'heure, la Tour Eiffel, le château de Chambord, ou je ne sais quoi, le Mont-Saint-Michel, bon, très bien, on a un patrimoine. Est-ce que aussi, tout simplement, les exploitants de vignobles, ils ne se sont pas dit, allez, la France, finalement, c'est le pays du vin, et venez donc les touristes. On l'a dit, la concurrence au niveau mondial, au niveau vin, est bien là, et donc il y a des régions qui se doivent d'accueillir les gens pour pouvoir vendre derrière aussi du vin. Pourquoi on a pris autant de retard? J'ai l'impression, Emmanuel Le Chypre, quand même. Là, on découvre qu'il y a le Portugal qui est plus dynamique que nous, il y a l'Australie, il y a les pays d'Amérique du Sud, etc. On prend juste l'exemple du vin, mais les exemples, ils peuvent se multiplier. Il y a plusieurs explications. Alors, la première, pour le vin, c'est que la mondialisation du vin, c'est quand même un phénomène plus récent que pour d'autres secteurs. D'accord. Avant, il y avait beaucoup de petits producteurs qui se sentaient pas vraiment menacés par, alors un peu les Italiens, peut-être un peu les Espagnols, les Latino-Américains, bof, mais il y avait pas ça. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on a une législation qui n'incite pas à faire la promotion du vin. Moi, je me souviens très bien de beaucoup de capitales européennes où quand vous allez à Madrid, à Rome, sur les bus, vous avez des affiches avec de la pub pour les vins locaux, etc. Bon, en France, c'est interdit en France. Ça ne veut pas dire qu'on puisse, les vins nous l'a appris. Puisse faire tout ça. Et puis il y a aussi le fait qu'on ne peut pas demander à n'importe qui de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que grosso modo, on peut rêver, mais votre viticulteur, il se transformera pas en charmante hôtesse d'accueil. C'est pour ça qu'il faut l'aider. Voilà. Et donc, je pense que l'idée, c'est bien plus que d'essayer de l'amener au caveau. Alors, on peut toujours envisager des choses, mais moi, je pense qu'il y a des nouveaux lieux d'expérience à imaginer. Prenez par exemple une région comme la Bourgogne. Mais déjà que les étrangers, ils ont du mal à comprendre. Alors, à Bordeaux, c'est un château, un vin. C'est clair, il n'y a pas de concurrent. En Bourgogne, si vous avez un terroir, vous avez 50, 60 producteurs. Donc,
un parcours éducatif regroupé peut-être dans un lieu où vous avez un parcours où vous avez 4-5 expériences faciles à faire, etc. et pas courir de caveau en caveau pour goûter tout et n'importe quoi, etc. Je pense que là, il y a énormément de choses à inventer et là encore, il y a énormément d'emplois à la clé parce qu'encore une fois, c'est pas votre viticulteur qui, lui, souhaite passer son temps dans ses vignes, etc., qui fera l'accueil, les dégustations et tout. Et encore une fois, il n'y aura pas toujours une charmante belle-sœur ou une maman de viticulteur, etc., pour faire l'accueil, et Dieu sait si c'est charmant dans beaucoup de régions de France. Mais on revient toujours au même problème qu'à l'île Cater, vous avez créé cette école de gastronomie ferrière, c'est un problème d'accueil, c'est un problème aussi de formation. Comme disait Emmanuel Le Chip, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Le petit bistrot parisien, je suis désolé, il faut quand même qu'il y ait derrière un tout petit peu de compétences, sinon c'est un piège à touristes. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que la France pourrait... il y a 50 000 emplois dans ces secteurs non pourvus, alors qu'il y a tant de chômeurs. Donc il y a quand même beaucoup de demandes, même de la part des exploitants, au-delà de la belle-sœur ou de la famille. Ce sera la star de la soirée. donc la belle-sœur certains restaurateurs ne trouvent pas des gens formés au point pour faire face à la demande aussi. Donc il y a un vrai besoin de jeunes formés. Comment faire, Jean-Pierre Nadir, finalement, pour faire venir davantage de touristes? L'objectif, c'est 100 millions, donc en 2020, nous dit Laurent Fabius, on est à 85 millions, 15 millions. Déjà, est-ce que c'est atteignable, est-ce que c'est possible, à votre avis? Oui, moi je pense que les 100 millions, on va les faire facilement, mais à mon avis, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est de passer de 50 milliards de recettes à 70. C'est ça. Voilà, c'est 20 milliards de plus, tu vois, c'est ça qui est très important. Voilà. Et donc ça, comment on le fait? On le fait par tout ce qu'on a dit donc depuis le début de l'émission. Et puis aussi, donc, qu'est-ce qui nous manque? Moi, je pense qu'en France, on n'a pas de grands réceptifs. C'est quoi un réceptif? C'est l'agence de voyage qui organise pour le compte des tours opérateurs étrangers donc des circuits et qui justement va aller creuser donc dans le terroir français pour monter des vrais produits intelligents avec des gens qui vont aller les vendre à l'étranger. Nous en fait on a un déficit criant. Quand tu fais les grands salons étrangers, tu as des réceptifs de tous les pays qui se battent pour faire venir donc les tours opérateurs, et nous le plus gros réceptif qu'on avait donc détenu par un Slovaque qui a déposé le bilan il y a 2 ans. Donc c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une offre qui est totalement atomisée et on n'a pas de grands acteurs. On ne sait pas se vendre. Donc, exactement. Alors, on ne sait pas se vendre et on ne sait pas organiser l'offre. On a un problème du marketing de l'offre depuis très longtemps. Gabriel Gauthier de la Caisse des dépôts. C'est un obstacle contre lequel nous butons, effectivement. On a quelques très grands groupes, bon, alors Accor, Club Med, s'ils sont encore français, etc. Et après, on a une kyrielle de petits exploitants. Et on a souvent, d'ailleurs, pour le patrimoine remarquable, là, d'ailleurs, merci Fabrice, je vais regarder le château de Ferrières, on a quelquefois des scènes, des exploitants qui sont des SEM locales. Enfin, faut voir. Donc, on manque en fait d'exploitants de sociétés, d'exploitation, d'exploitants solides. Donc ça, c'est l'objectif. La BPI doit essayer soit de consolider, soit de constituer donc ces exploitants qui soient solides pour que nous, on puisse effectivement investir dans les murs. Ce que je voulais dire simplement, c'est que le potentiel, il n'est pas que dans l'attrait de touristes extérieurs. On a quelquefois une fossile du tourisme. 80% des touristes dans notre pays sont encore des Français. Donc on a aussi un challenge de faire redécouvrir à nos compatriotes les destinations, le formidable potentiel que nous avons, c'est-à-dire qu'ils souvent partent fort loin, etc., alors qu'ils pourraient redécouvrir, s'il y avait une offre, là encore, correcte, 80% c'est encore des Français. Sans oublier aussi le tourisme d'affaires, les congrès, les foires, les salons. Qu'est-ce que vous voulez faire justement, Gabriel Gauthier? Parce qu'on a 3 sites majeurs, hein. On a la Porte de Versailles, on a Villepinte, on a le Bourget qui attire donc quelques 100 000 entreprises exposantes, 10 millions de visiteurs chaque année, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas de la concurrence aussi? Barcelone, Milan, les grandes foires allemandes également. Comment s'améliorer justement? Est-ce qu'il faut se spécialiser sur certains gros salons? Racontez-nous comment vous travaillez sur le tourisme d'affaires. Ça c'est un sujet. Il y a d'abord de la concurrence internationale très forte, en raison justement de peut-être d'un manque d'équipement suffisamment structurant et fort, et surtout un manque d'équipement où on a à la fois un palais complet, si vous voulez, mixte, entre hébergement, grandes salles de congrès, équipement sportif à proximité. Donc on manque de ça, de ce genre de grand... Tout est inventé finalement. D'un contexte, d'une expérience qui soit mixte, qui soit tourisme d'affaires, mais également un peu hébergement. Et puis on a énormément, là c'est un vrai sujet, de palais des congrès vieillissants en province. Et donc dans nos grandes capitales, il n'y a pas un jour où une ville de province ne nous
viennent nous demander, aidez-moi à rénover mon palais des congrès, peut-être un tout petit peu de concurrence, donc soit il faut qu'on fasse un choix là. Mais vous allez avoir un sacré chantier, vous avez juste 1 milliard. D'où mon milliard qui était un peu petit. C'est ce que vous disiez, Jean-Pierre Nadir, 1 milliard, quand on sait que par exemple la rénovation d'un hôtel 3 étoiles, c'est 50 000 euros par chambre, un 4 étoiles, c'est 60 000 euros par chambre. J'ai l'impression que ce milliard, il va être vite avalé, hein, Gabriel Gauthier. Juste une dernière chose sur le manque d'exposition, je reviens aux plateformes numériques. Le manque d'exposition des sites remarquables de notre territoire, on ne fait pas assez attention à la façon dont sur l'internet et sur le web, nos sites, nos équipements sont valorisés. Alors, Emmanuel Le Chypre et puis Morgane Hubert, Wine Passport, allez-y Emmanuel. Alors, il faut juste rappeler que quand vous organisez un salon mondial, et que vous l'organisez à Paris, vous avez en moyenne un taux de participation de 20% supérieur à s'il était organisé dans une autre ville. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est les statistiques qui sont que c'est ce que vous disent les grands organisateurs de congrès en médecine, etc. Ils vous disent quand on organise un congrès à Paris, on a 20% d'inscriptions en plus que quand on le fait ailleurs. Donc encore une fois, c'est un atout. Et sur Internet, effectivement, il y a l'aspect booking, donc du côté où je réserve, mais il y a l'aspect aussi sur le terrain. N'oubliez jamais qu'aujourd'hui, la principale récrimination des clients dans les hôtels, c'est plus la literie comme il y a 15 ans, c'est le Wi-Fi, ça marche pas. Et il y a plein de zones aujourd'hui qui manquent, là encore, d'équipements pour être accessibles facilement au Wi-Fi. Donc là encore, c'est un sujet majeur. Morgane Hubert. Oui. Pour nous, la problématique, donc je parlais des producteurs tout à l'heure, nous on a certaines régions qui sont déjà saturées en termes de capacité d'accueil, donc je pense à la Bourgogne, je pense à la Champagne qui ont vu avec le classement à l'UNESCO leur taux d'occupation exploser, donc là on a du mal à trouver des hébergements. On a aussi des régions qu'il faut aider à promouvoir, enfin pour qu'ils puissent mettre en avant leur offre no touristique bien plus que ce qu'elles ne font aujourd'hui. Je pense au Languedoc-Roussillon, par exemple, qui a beaucoup misé sur ses côtes, mais qui redécouvre ses terres, le Terrasse du Larzac, les Corbières, etc. Donc là, ça commence à se bouger. Et puis, il faut aider des entreprises comme la nôtre, comme Wine Passport, à aller chercher du client à l'étranger, à communiquer, prospecter, commercialiser auprès des tours opérateurs étrangers. C'est notre vraie problématique. Allez, le mot de la fin, ça sera Khalil Kater, président fondateur du groupe Axelis. On n'a pas évoqué Atout France, qui fait beaucoup pour la promotion de la France, qui sont en plus dans notre parrainage de l'école et qui sont très très actifs. Pour le président Montéi. Exactement. On n'a pas évoqué le tourisme fluvial. Le tourisme fluvial. Eh bien, pareil. Ça fait partie ça fait partie du tourisme thématique. Et là, il y a une multitude de déclinaisons à faire. C'est bien. Allons-y, bien sûr. Canal de la Marne-au-Rhin, ma chère Gabrielle, dans votre région et la mienne. Merci beaucoup, merci à tous. Et dans un instant, l'Empire FIFA. Il y a encore eu du grabuge aujourd'hui, vous savez, avec Platini et Seb Blatter, qui sont suspendus 3 mois par la commission d'éthique. On va y revenir dans un instant, bien sûr. Je remercie Jean-Pierre Nadir, Easy Voyage, Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business, Morgane Hubert à la tête de Wine Passport, créateur du voyage autour du vin, pour représenter la Caisse des dépôts et consignations, Gabriel Gauthier, et puis Khalil Kater, donc président fondateur de l'école de gastronomie Ferrières. On revient vite, on va parler de la FIFA dans un instant. Pascal Perry, Antoine Arlot seront avec nous. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.